Notre association s'appelle Espoir pour eux. Elle est née en 2013 de notre volonté commune de venir en aide à l'enfance défavorisée. Et puis, on a décidé d'être actifs dans 3 pays, que sont Haïti, le Rwanda et le Sénégal. C'est des choix qui sont liés à nos histoires de vie, nos histoires personnelles, des voyages, des rencontres. Puis on est un comité de 9 personnes, 9 dames. Alors les 3 pays dans lesquels on travaille, donc Sylviane les a énumérés. Je vais expliquer un petit peu le Rwanda. Le Rwanda, on s'occupe d'un village, enfin des habitants d'un village, surtout des enfants, un village qui s'appelle Kagina. Il y a un peu plus de 1000 enfants. Et puis on fait des parrainages pour que ces enfants puissent aller à l'école, qu'ils aient droit à un repas. Et puis on essaye, le but c'est de développer le village pour qu'ils aient une certaine autonomie, parce qu'ils vivent de poterie et puis de danse dans des mariages, donc ça ne suffit pas. En Haïti, on soutient un orphelinat qui s'appelle Orphelinat Joie de Vivre, qui accueille une vingtaine d'enfants. Et puis on soutient aussi les familles alentours. Ça fait un certain nombre de familles et d'enfants qui sont aussi en difficulté. C'est surtout de l'aide directe, de l'aide d'urgence dans cet orphelinat et dans ces familles. Et puis on soutient encore une autre association qui s'appelle Hope. Et puis c'est une association qui travaille dans une commune du nord d'Haïti qui s'appelle Borgne et qui là s'occupe d'éducation, de développement, d'alphabétisation, d'aide à la santé, etc. Du côté du Sénégal, on aide des enfants des rues qui sont ce qu'on appelle des enfants talibés. Ces enfants sont très souvent maltraités, ils ont faim, ils doivent mendier pour leur marabout. Et puis on aide 2 centres dans lesquels les enfants peuvent aller manger, ils peuvent avoir des soins si nécessaire, ils peuvent se reposer, faire des activités, prendre une douche. Et puis à ce niveau-là, maintenant, il y a aussi des formations qui ont été mises en place pour les plus grands, pour qu'ils aient un avenir pour la suite. Il y a des formations de couturiers et d'électriciens. Alors nos principales sources de revenus, c'est des manifestations qu'on organise nous-mêmes ou que d'autres associations, sociétés organisent et puis nous versent une partie ou la totalité de leurs bénéfices. Donc nous, on participe au Tropicana, à la Saint-Martin, à diverses fêtes qui peuvent avoir lieu d'ordinaire. Ça, c'est une première source de revenus. Sinon, il y a toujours les dons, les demandes de dons. Et puis, il y a les parrainages. Donc ça, c'est une grande partie de notre financement, c'est-à-dire que c'est des personnes ici en Suisse qui parrainent des enfants en Haïti et au Rwanda, des parrainages scolaires et alimentaires. Et puis, cette année, on avait mis sur pied un projet particulier, enfin fin 2020, qui était une tombola, on peut appeler ça une tombola inversée. C'est-à-dire que les personnes ici en Suisse achetaient par exemple une poule, un sac de farine, un sac de riz. Et puis, cet argent était envoyé dans les différents pays pour acheter une poule, un sac de riz, un sac de farine. Et ça, c'était une action un peu différente, dans une période un peu particulière où on ne pouvait plus organiser nos manifestations comme d'habitude. Alors au Rwanda, on a financé un moulin à céréales qui permet de générer des bénéfices pour les habitants. Et puis grâce à ça, ils ont pu faire des mutuelles de santé pour une grande partie des enfants, ce qui les avantage quand même beaucoup maintenant au niveau des soins. On a assaini une grande partie des maisons aussi du village parce que c'est des maisons qui sont faites en terre où les enfants, où tout le monde dort directement, même le sol. Et puis ça déclenche quand même aussi des maladies, des champignons, des choses comme ça. Donc on a assaini une bonne partie des maisons, ce qui fait que c'est quand même aussi plus facile à nettoyer, plus propre. Il y a aussi une boulangerie qui a été mise sur pied et puis ça permet de faire du pain pour eux, mais aussi d'aller le vendre dans les villages alentours. Oui. Alors au Sénégal, il y a un petit peu de développement aussi, surtout de développement des centres pour les améliorer, pour que les enfants maintenant ils créent des classes aussi, pour que les enfants puissent avoir droit à l'alphabétisation, un petit peu améliorer les lieux pour qu'ils puissent faire plus d'activités. Ça, c'est aussi quand même du développement aussi. Oui, pour la formation des enfants talibés. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place maintenant au Sénégal aussi. C'est vrai qu'en Haïti, pour donner plus de détails sur Haïti, on est plus dans de l'aide alimentaire, de l'aide pour les soins médicaux.
c'est difficile parce qu'il y a une énorme pauvreté et puis que, par exemple, maintenant, il y a des problèmes politiques, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de soulèvements dans les rues, donc tout ça, ça freine tous les projets. Donc, la vie est très, très chère en Haïti. Donc, il faut déjà répondre à ces besoins-là primaires que sont l'alimentation, les soins. Ce que je dis tout le temps, moi aussi, c'est qu'au Rwanda, la situation elle est différente par rapport aux autres pays. C'est qu'au Rwanda, les parents, ils ont envie de ce développement parce que c'est pour leurs enfants, ils ont envie que ça aille plus loin. Tandis que les enfants de l'orphelinat, bah, c'est des enfants qui n'ont plus de parents ou qui ont été placés là. Alors bien sûr, tous ceux qui travaillent dans l'orphelinat ont envie de les aider, ont envie que ça avance, mais c'est quand même un peu plus difficile. Puis au Sénégal, les enfants, bah, ils sont aussi placés justement par leurs parents dans des daras. Ils sont parfois à des milliers de kilomètres de leurs parents. Donc c'est très difficile d'avoir cette fibre qui fait que de leur permettre d'avancer, de les pousser, c'est beaucoup plus difficile. On a fait des voyages où on est parti que le comité entre nous. On a fait aussi un voyage où on a pris nos familles avec nous. C'était quand même aussi bien qu'ils puissent voir une fois aussi ce qu'on faisait, participer à nos actions, aller travailler dans les centres. Ça, c'était aussi vraiment bien. On est parti 2 fois au Sénégal, 1 fois au Rwanda. On aimerait repartir au Rwanda cette année, mais voilà. On a aussi, voilà, Haïti, c'est aussi tombé 2 fois à l'eau, 1 fois à cause du Covid, 1 fois à cause des émeutes. C'est difficile en ce moment, mais ça nous tient à cœur vraiment d'aller voir ce qui se passe sur place, c'est sûr. En fait, dans les 3 pays, ce qui importe pour nous, c'est vraiment d'avoir un contact direct avec des personnes de confiance sur place, puis de répondre à des besoins directs. Donc, c'est-à-dire, on a une demande, par exemple, ça peut être pour simplement, si on peut dire ça comme ça, mais ça peut être pour acheter de la nourriture ou pour acheter n'importe quelle chose qui peut leur être utile. Et puis, on regarde si on peut répondre à ces besoins ou pas. Mais c'est-à-dire, c'est une réponse à un besoin précis. On n'envoie pas de l'argent comme ça pour dire... faites-en quelque chose. C'est ça. On tient beaucoup à ce contact direct, à ce partenariat direct, à cette confiance qui s'instaure comme ça. Donc on a des contacts qui peuvent être journaliers ou hebdomadaires, ça dépend des besoins et de la situation du moment. Mais c'est vrai que maintenant c'est facile avec Internet, avec WhatsApp, d'avoir des contacts vraiment réguliers. Donc c'est vraiment important d'aller dans les différents pays pour voir déjà comment ont été mis en place les projets qui ont été élaborés en amont, comment ça s'est mis en place sur le terrain. Puis il n'y a pas de meilleur endroit que sur place pour se rendre compte des réels besoins. Parce que parfois on peut être un peu à côté de la réalité aussi. Donc ça c'est vraiment important d'être vraiment dans ces différents pays. Par exemple, dans un voyage au Sénégal, en participant à la vie d'un centre, par exemple d'un centre d'enfants talibés, on voit comment se passent les soins, on voit comment se passe la distribution de nourriture, on se rend compte que les locaux sont très petits, que pour accueillir tous ces enfants c'est très compliqué, que l'accès aux douches, à l'eau est vraiment très compliqué et du coup à la suite on a pu financer des sanitaires pour un des centres. Et ça nous a paru une évidence que c'était vraiment un besoin d'avoir des douches qui fonctionnent, qui soient facilement utilisables et pas qu'il faille aller chercher de l'eau, je ne sais pas où, et que la douche ça soit vraiment très occasionnel. Donc c'est lors d'un voyage qu'on s'est dit, ah ben voilà, ça c'est vraiment un projet concret qui correspond à un réel besoin. Et puis on vit des moments quand on est sur place qui sont vraiment hyper importants, qui nous redonnent aussi toute l'énergie dont on a besoin ici pour continuer nos actions. Parce qu'on a vécu par exemple, quand le moulin a été installé, on a vécu le moment où les raccordements électriques ont eu lieu. Ça a pris beaucoup de temps, il a fallu retourner à une boutique, acheter des câbles, etc. Et tout à coup, le moulin s'est mis en marche. C'était incroyable ce Et moment. c'était un moment, mais vraiment un moment fou. Il faisait nuit, on n'avait pas mangé de la journée, on attendait ce moment avec impatience. Et tout à coup, tout le monde se met à chanter, à danser, à crier. Enfin, c'était vraiment un moment incroyable, quoi. Et puis, l'avoir vécu, ça change tout. Pour eux, c'est aussi important parce que quand on leur dit « Oui, il y a des gens en Suisse qui vous ont donné de l'argent », c'est pas très voilà c'est pas très clair pour eux tout ça et puis de nous voir nous c'est ces personnes là c'est aussi très important cet échange là pas que pour nous d'aller rencontrer les gens mais je pense que dans l'autre sens aussi on a aussi des exigences, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour amener de l'argent, il y a un vrai projet derrière et puis on a envie que les gens sur place soient nos partenaires et puis c'est là aussi que ça prend du sens, hein. C'est-à-dire vous avez besoin de ça, ok on vous aide, mais nous on fait qu'une petite partie du chemin. L'autre partie c'est à vous de la faire, on a aussi besoin
de vous faire confiance, de savoir que on marche tous dans la même direction. Et ça, c'est vraiment un partenariat. Et je pense que c'est comme ça que ça peut marcher si tout le monde pense et considère que ça a une vraie valeur et un vrai sens. On a adhéré à la FICD dans l'idée de faire des projets. Et puis finalement, on pensait au départ que les projets qu'on pouvait soumettre à la FICD devaient avoir un montant quand même relativement élevé. Alors que finalement, on peut faire une demande pour un projet qui coûte 2 000 à 3 000 francs. La FICD, pour nous, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup profité jusqu'à maintenant, mais on a quand même des contacts par nos participations aux assemblées générales de la FICD, par la présence d'Isabelle Beugli à nos assemblées générales. Et puis pour nous, c'est aussi une visibilité, c'est aussi une occasion de rencontrer d'autres associations. Moi, je pense que faire partie d'un ensemble d'associations, comme ça se passe ici à la FICD, c'est une valeur ajoutée à notre association. Et puis, c'est la possibilité d'avoir un endroit où on peut trouver des pistes si on a besoin, des outils, des aides, profiter de l'expérience de la FICD, éventuellement aussi des autres associations. Et puis ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut vraiment être un soutien pour une association comme la nôtre. Au début, quand on est une petite association, nous, on était quand même très petits. Et puis, c'est assez rassurant de savoir qu'on a une organisation fêtière vers qui se tourner. On a un projet au Sénégal pour agrandir le centre, faire un étage en plus, pour pouvoir avoir de la place pour que les jeunes puissent suivre des formations. Avoir des salles de classe pour ces formations d'électriciens et puis de couturiers, et puis aussi avoir une classe un petit peu plus grande pour l'alphabétisation. Donc, cette photo a été prise au Rwanda assez dernièrement, c'était en fin d'année passée, et c'est suite à la tombola. Donc cette tombola inversée, où on a pu envoyer de l'argent sur place pour que nos partenaires sur place achètent les différents sacs de riz, de farine, l'huile, etc. Et puis ça, c'est la distribution de nourriture. Donc voilà, les gens sont disciplinés, arrivent avec des contenants, et puis il y a plusieurs personnes qui sont à ce moment-là chargées de faire la distribution, la répartition en fonction du nombre de personnes par famille. Donc les gens sont disciplinés, il y a une certaine organisation qui a été mise en place. Et puis, ça a bien fonctionné, ça répondait à un réel besoin sur le moment, parce que ça continue, mais parce que le coronavirus a vu aussi toutes les sources de revenus du village diminuer. Et puis, c'était vraiment quelque chose d'important et puis de bienvenu pour tous les gens du village. Donc, tout le monde a joué le jeu, ça s'est vraiment très bien passé. Et puis, une prochaine distribution aura lieu bientôt, dès que le pays pourra de nouveau aller s'ouvrir un peu, puisque la capitale était fermée, était en lockdown, et puis pourra à nouveau aller acheter les différents sacs de nourriture, etc. Cette photo-là, on peut dire que c'est une photo de famille, parce que ce sont tous les enfants qui sont à l'orphelinat. Donc on peut voir, il y a un peu tous les âges. Il y a des bébés, les plus grands, ils ont une vingtaine d'années. Et puis on peut remarquer aussi qu'il y a certains enfants qui sont handicapés, certains mentalement, IMC, et puis d'autres physiquement, ils ont besoin de prothèses ou d'aide pour se déplacer. La directrice de l'orphelinat est une Canadienne qui est là depuis de nombreuses années, qui est énormément investie dans son travail. Elle travaille elle-même au Canada pour ramener de l'argent. Elle passe une partie de son temps au Canada. Elle revient en Haïti pour pouvoir subvenir à leurs besoins aussi. Parce que nourrir, comme on l'a dit avant, en Haïti, la vie est très très chère. Donc nourrir les enfants et puis les soigner, ça coûte vraiment énormément d'argent. Donc cette photo-là a été prise au Sénégal, dans le centre pour une enfance Sénégal. Et puis là, c'est le moment du petit déjeuner. Donc c'est le moment où les enfants arrivent le matin vers 8h30 dans le centre. Et puis c'est là qu'ils peuvent bénéficier d'une tartine. Là, ils ont un bout de pain avec parfois une espèce de pâte à tartiner au chocolat. Parfois, ils ont des petits gâteaux. Et puis, il y a du thé aussi. Ça, c'est le moment... les enfants, ça fait déjà longtemps qu'ils sont debout à cette heure-là. Ça fait déjà longtemps qu'ils errent dans la rue. Et ils attendent l'ouverture du centre avec impatience. Le centre, il est ouvert tous les jours de la semaine. Et puis,
voilà, on voit que les habits sont déchirés, que les enfants sont sales. Je trouve qu'il y a beaucoup de tristesse dans les yeux des enfants. Et puis après ce moment-là, après ce moment du petit-déj, il y a ceux qui décident d'aller se faire soigner parce qu'ils ont quelques blessures, des plaies. Vivre dans la rue, ça occasionne toutes sortes de maladies, de plaies, d'accidents. Et puis il y a ceux qui décident de jouer, il y a ceux qui décident de dessiner. Et puis là, il y a des bénévoles, il y a des gens qui travaillent là, qui sont là pour les encadrer jusque vers la fin de matinée. Et puis après, les enfants repartent dans la rue. Mais ce petit moment-là, c'est le moment, c'est le havre de paix. C'est le moment où les enfants, ils peuvent vraiment se poser, ils risquent rien, il n'y a pas de danger pour eux. Ils peuvent même prendre une douche. Parfois, ils peuvent avoir un nouveau t-shirt, ça dépend des stocks. Mais voilà, là, c'est le moment où ils peuvent redevenir des enfants et puis ils ne sont pas toujours sur le qui-vive dans l'insécurité de la rue.